Eh bien bonsoir à tous, nous sommes le 9 décembre 2021 et Emmanuel Macron vient de faire une conférence de presse pour présenter à la presse le fait que la France va exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Et donc M. Macron en a profité pour se présenter comme une espèce de roi de l'Europe, d'empereur de l'Europe, de président de l'Europe. C'est comme ça que ça a été synthétisé par certains journalistes peu regardants sur la réalité de la situation. Et M. Macron nous en a profité pour nous expliquer, nous donner toute une liste de vœux pieux de ce qu'il comptait faire. Je voudrais quand même regarder avec vous ce dont on parle. Parce qu'en fait, M. Macron, Mme Pécresse, les responsables politiques, les journalistes et 99,999% des Français ne savent pas de quoi on parle en fait. Il y a, au sein des institutions européennes, une floraison de présidents un petit peu comme les champignons dans une forêt après la pluie. Alors on va regarder un petit peu quels sont les différents présidents pour qu'on commence à comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Il y a le président de la Commission européenne qui s'appelle Mme Ursula von der Leyen, vous la connaissez, qui est une Allemande. Vous avez, il ne faut pas la confondre avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui est un Belge. Il ne faut pas le confondre avec la présidence du Conseil de l'Union européenne, également appelée Conseil des ministres de l'Union européenne, qui va être exercée par la France pendant 6 mois à partir du 1er janvier prochain. Il ne faut pas confondre ça avec la présidence du Parlement européen, qui est exercée par un député européen qui s'appelle David Sassoli, qui est un ancien journaliste italien. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Banque centrale européenne, qui est la française, Mme Christine Lagarde. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est M. Cohen-Lenaerts, qui est belge. Il ne faut pas confondre non plus avec le président de la Cour des comptes européenne, qui s'appelle M. Klaus-Heiner Lehne, qui est allemand et qui est actuellement au centre d'ailleurs d'une bourrasque sur des détournements de fonds, ce qui est quand même un peu scandaleux pour la Cour des comptes. Il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité européen des régions, qui est actuellement un Grec qui s'appelle M. Apostolos Tzitzikostas. Qu'il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité économique et social européen, et qui est Mme Christa Schwenk, qui est une Autrichienne. Il ne faut pas confondre, bien sûr, ces institutions qui relèvent de l'Union européenne avec d'autres institutions qui portent le nom de Europe, bien que ne relevant pas de l'Union européenne. Par exemple, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est un Belge et qui s'appelle M. Rik Dems, qu'il ne faut pas confondre non plus avec le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est un Hongrois et qui s'appelle M. Péter Szijjártó. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas la bonne prononciation. Il ne faut pas non plus confondre avec le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, qui est un Suédois qui s'appelle M. Anders Knapp. Bon, j'arrête ici. On pourrait trouver encore des présidents si on soulevait des dossiers, mais arrêtons-nous ici. Vous voyez déjà que c'est quand même pour le moins extraordinairement complexe et touffu. Bon, je vais donc essayer de résumer cette situation qui est quand même particulièrement compliquée. Il faut retenir que la Commission européenne, c'est là qu'il y a l'essentiel du pouvoir administratif jusqu'à porter ça au niveau politique des décisions, est présidée par Mme von der Leyen, qui est nommée pour 5 ans. C'était un accord entre M. Macron et Mme Merkel essentiellement qui avait abouti à ce résultat après les élections européennes de 2019. 5 ans. Ensuite, vous avez le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et qui, eux, prennent vraiment du point de vue juridique les décisions proposées par la Commission européenne, sachant que la Commission européenne a le monopole de faire des propositions. Les chefs d'État et du gouvernement ne peuvent pas faire eux-mêmes des propositions. Ce Conseil européen est présidé par M. Charles Michel, qui, lui, est nommé pour 2 ans et demi, moitié moins que Mme von der Leyen. Enfin, vous avez, mais alors le petit pousset, le Conseil de l'Union européenne, qui est une présidence tournante, et donc tous les 6 mois, on change de pays. Et là, c'est pas vraiment le président de la République française, comme auparavant, c'était pas le chef du gouvernement slovène, puisqu'on succède à la Slovénie. C'est en fait un État qui organise les petits fours et puis qui joue les utilités.
Cette présidence du Conseil de l'Union européenne dure 6 mois et est essentiellement des réunions de ministres. De telle sorte qu'en général, le président de la République ou le chef de l'État ou même le chef du gouvernement n'exerce pas de présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est en général dévolu soit au ministre des Affaires étrangères, soit au ministre chargé des questions européennes. Ce qui signifie que, concrètement, à partir du 1er janvier 2022, la France va exercer en effet la présidence du Conseil de l'Union européenne pour en fait superviser des réunions de ministres, organiser des réunions avec des petits fours et des canapés, et puis il va y avoir quelqu'un qui sera là, qui pilotera un petit peu l'ensemble, qui tiendra l'agenda, le calendrier, qui sera soit M. Le Drian, soit peut-être M. Clément Beaune, notre inénarrable secrétaire d'État aux Affaires européennes, du moins jusqu'au mois d'avril, puisqu'au mois d'avril 2022, il y aura quand même les élections présidentielles. Et si M. Macron se présente et s'il n'est pas réélu, eh bien il y aura un changement dans l'exécutif de l'État qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne. La meilleure preuve de ce que le président du Conseil de l'Union européenne, en fait, tout le monde s'en fiche, eh bien, vous pourrez la trouver dans un événement que tout le monde a à l'esprit encore, j'imagine. C'est ce que l'on a appelé le Sofagate à Istanbul le 6 avril dernier, le 6 avril 2021. Rappelez-vous, le président turc Erdogan reçoit une délégation européenne où il y avait Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen. Il n'y avait pas le ministre des Affaires étrangères du Portugal, M. Augusto Ernesto Santos Silva, il n'était même pas venu, c'était pourtant lui, qui exerçait la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant le premier semestre 2021, puisque c'était son pays, le Portugal, à qui avait été dévolue la présidence. Et rappelez-vous, donc, dans ce débat, il y avait eu un débat à savoir qui passait avant en termes protocolaires. En fait, celui en termes protocolaires qui passait avant, c'était bien le président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui est l'institution des chefs d'État et de gouvernement, Mme von der Leyen n'étant qu'à la tête d'une organisation administrative. Et donc il était normal, en fait, que M. Erdogan ait demandé à son service du protocole que M. Michel ait la préséance sur elle. Ça va me rappeler, ça avait fait un pataquès. Je vous renvoie à ma vidéo de l'époque, qui avait été un véritable montage, parce qu'il y a une animosité traditionnelle entre la Commission européenne et le Conseil européen pour savoir qui va décider de quoi. Ce sont des structures qui sont toujours en conflit. Mais en tout cas, le Conseil de l'Union européenne, finalement, tout le monde s'en fiche. Voilà. Je serai complet en ajoutant encore un point. C'est que depuis 2007, la présidence du Conseil de l'Union européenne est flanquée de triplets. C'est-à-dire que, eh bien, tous les 1 an et demi, on choisit 3 pays qui vont tous les 3 préparer le Conseil de l'Union européenne avec un pays qui va exercer, un des 3 qui va exercer le premier semestre, le deuxième qui va exercer le deuxième semestre, le troisième qui va exercer le premier semestre de l'année suivante. Ça signifie donc que la France va exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin, pendant 6 mois. Ensuite, c'est la République tchèque qui va exercer la présidence entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre, présidence du Conseil de l'Union européenne. Enfin, ça sera la Suède qui va présider le Conseil de l'Union européenne entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Et puis à partir du 1er juillet 2023, il y aura un nouveau triplet qui sortira, et donc il y aura, je sais pas, 3 autres pays qui feront du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024. Bon, pourquoi je vous parle de cette affaire de triplet ? D'abord pour vous montrer à quel point tout ça est sorti, c'est complètement ahurissant. C'est sorti de cerveaux de technocrates de 27 pays. Enfin, on n'y comprend absolument plus rien. Je veux dire, même moi, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises pour retrouver comment tout ceci fonctionnait. Donc je suis pratiquement certain que, par exemple, Mme Pécresse ne sait pas du tout cette affaire de triplet. D'ailleurs, si elle l'avait su, comme d'ailleurs M. Macron, ils auraient peut-être intégré quelque chose qu'ils n'ont pas dit aux Français. C'est qu'il est prévu dans ce triplet que les 3 pays qui font le triplet doivent se mettre d'accord sur un peu l'organisation de l'agenda et éventuellement sur certaines orientations de travail. Or, il se trouve que la France étant flanquée de la République tchèque et de la Suède
va donc être obligée de travailler avec deux pays qui sont quand même pas parmi les plus pro-européens, c'est le moins que l'on puisse dire. Puisque je rappelle que ni la République tchèque ni la Suède n'ont voulu de l'euro. La Suède, à l'issue d'ailleurs d'un référendum le 14 septembre 2003, où les Suédois, à 57%, ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Voilà. Quant aux Tchèques, eh bien les Tchèques refusent aussi l'euro. Ils ont conservé la couronne tchèque, de même que les Suédois ont conservé la couronne suédoise. Ça veut donc dire que quand il va s'agir de se mettre d'accord sur les orientations au premier semestre 2022, la France va donc essayer de discutailler le bout de gras avec le gouvernement de Prague et le gouvernement de Stockholm. Donc je leur souhaite bonne chance lorsqu'il s'agira, par exemple, de parler des orientations de la Banque centrale européenne, par exemple. Bon. De toute façon, comme vous l'avez compris, j'espère, avec ma présentation qui est quand même assez compliquée, mais j'essaie de présenter ça de la façon la plus claire possible parce que ce sont les choses qui sont compliquées. De toute façon, le Conseil de l'Union européenne n'accouche pas de grand-chose. Les décisions, vous le savez, je l'ai déjà expliqué 500 fois, elles sont prises au sein de la Commission européenne et elles sont avalisées, elles sont bénies par le Conseil européen. N'oublions pas non plus, bien entendu, que tout ce qui concerne les questions monétaires, budgétaires, la question de l'assouplissement quantitatif pour acheter ou non, les obligations d'État sur le marché secondaire, tout ceci relève de la gestion de l'euro et relève donc au premier chef de la Banque centrale européenne, qui est encore une autre institution, avec à la tête la présidente Madame Lagarde, et puis surtout la partie allemande qui est évidemment très présente sur cette affaire. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on a dit quoi? On a dit simplement qu'au sein des institutions européennes, les trois choses qui comptent vraiment, c'est la Commission européenne pour préparer les textes, le Conseil européen pour le bénir au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais avec ce bémol très important qui est que l'on ne peut pas s'opposer, un chef d'État ne peut pas s'opposer à la moitié des dossiers, donc il est quasiment obligé d'avaliser tous les dossiers, sinon tout serait bloqué. Et puis il y a aussi la troisième structure qui est la Banque centrale européenne sur toutes les questions monétaires. On pourrait y ajouter encore d'autres structures dont l'une est très importante, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, dont la jurisprudence pèse de tout son poids sur des sujets de politique commune, comme par exemple les questions migratoires. Voilà. Alors une fois qu'on sait ça, on se rend compte que ce qu'a dit M. Macron aujourd'hui, ce qu'a écrit Mme Pécresse aujourd'hui, elle a écrit ça dans le journal Le Monde, en fait, ça n'a aucun intérêt. En fait, je vais vous dire un secret, mais enfin vous l'avez deviné vous-même, c'est que à Sofia, capitale de la Bulgarie, Copenhague, capitale du Danemark, La Valette, capitale de Malte, Ljubljana, capitale de la Slovénie, à Vienne, capitale de l'Autriche, Budapest, capitale de la Hongrie, Lisbonne, capitale du Portugal, Dublin, capitale de l'Irlande, Helsinki, capitale de la Finlande, etc., etc. Eh bien, la vérité oblige à dire que ce qu'a dit M. Macron aujourd'hui ou ce qu'a écrit Mme Pécresse aujourd'hui, eh bien, en réalité, tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, une fois qu'on sait ça, je sais pas ce que vous en pensez. Chacun devrait s'interroger. Mais il y a quand même vraiment dans tout ça une espèce de gigantesque arnaque politique. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est un truc franco-français. L'idée que les médias mettent dans la tête des Français, c'est ils commencent à mettre ça dans la tête des Français, c'est qu'en fait, il y aurait deux candidats valables. C'est M. Macron qui fait sa conférence de presse et Mme Pécresse qui, comme par hasard, est publiée par le journal Le Monde à la même heure, exactement à la même heure. Et donc on a l'impression qu'on essaye de donner l'impression aux Français que là on a vraiment deux chefs d'État responsables, qui on va voir ce qu'on va voir, comment ils vont piloter l'Europe, et puis le reste, ce serait des opposants renvoyés dans le décor, qui seraient des extrémistes, etc. Et puis évidemment, pour ce qui concerne votre serviteur, il n'y en a même pas question. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question du fait que tout ça, c'est en fait du pipeau. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vous prie de m'en excuser d'une certaine façon parce que j'imagine
que c'est assez rasoir à regarder. Mais enfin, ce n'est pas ni vous ni moi qui sommes responsables de cet aspect rébarbatif. C'est tout simplement les institutions européennes qui, comme je l'ai déjà dit 50 fois, en fait, aboutissent à ce résultat d'une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. Voilà. L'objectif, en fait, c'est tout simplement d'enfumer les Français. Parce que 99,9% des Français ne connaissent pas le détail. D'ailleurs, il faut vraiment que ce soit sa profession pour comprendre ce qui s'y passe. Donc les Français n'y font pas attention. Et la seule chose que vont retenir l'énorme majorité des Français, c'est « Ah bah quand même, Macron se défend bien, là il est à la tête de l'Europe, il a des vrais projets, c'est quand même quelqu'un de solide et de sérieux, je vais voter pour lui ». C'est totalement faux. Macron n'a absolument aucun pouvoir. D'ailleurs, rappelons-nous le discours qu'il avait fait à la Sorbonne à l'automne 2017, quelques mois après avoir été élu à l'Élysée. Il avait fait des tas de promesses que tout ça s'est effondré parce que, comme d'habitude dans les questions européennes, tout ça fait comme si les 26 autres États n'existaient pas et n'avaient pas leurs propres contraintes, leurs propres intérêts et leur propre agenda. Voilà. En d'autres termes, il ne s'agit que d'une petite opération politicienne minable. On dit souvent, vous l'avez entendu des milliers de fois, que l'union fait la force et que la France sera beaucoup plus puissante si elle est dans l'Union européenne que si elle était toute seule, isolée, enfin le discours habituel des européistes. Je vais vous prendre 3 exemples tirés de l'actualité la plus récente qui montrent exactement le contraire. Premier exemple, la présidente de Taïwan, l'île irrédente qui est en face de la Chine, et en ce moment, enfin, vient de passer quelques jours dans les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Et là-bas, elle a lancé un appel à ce que l'Europe, l'Union européenne, dont font partie ces États comme la France, défendent la démocratie face à la République populaire de Chine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette île, effectivement, essaie d'être indépendante de la Chine, a un régime plus démocratique que le régime de la République populaire de Chine. C'est incontestable. Mais enfin, l'île de Taïwan est chinoise depuis le XVIe siècle, depuis la dynastie Ming. Et en fait, l'île de Taïwan est chinoise depuis plus longtemps que la Corse, le comté de Nice, la Savoie, la ville de Lille sont françaises. Est-ce que c'est vraiment à la France de se mêler de ce conflit ? Est-ce que c'est vraiment intelligent que la France prenne fait et cause pour cette île de 20 ou 30 millions d'habitants face au colosse chinois qui est en train de devenir non seulement la première puissance économique mondiale, en parité de pouvoir d'achat c'est fait, mais également une des principales puissances militaires du monde, la principale puissance du XXIe siècle? Est-ce que c'est vraiment intelligent que la France, parce qu'elle est dans l'Union européenne et parce que les pays baltes, par opposition à la Russie, au monde communiste, nous entraîne là-dedans? Est-ce que c'est vraiment intelligent pour la France de se laisser entraîner dans ce conflit sous domination germano-américaine par ailleurs? Je pense que non. Je pense que si la France a été grande sous De Gaulle, c'est justement parce que De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine contre ce qu'on appelait Formose à l'époque, contre le régime de Chiang Kai-shek. En fait, en étant dans l'Union européenne, nous sommes obligés de détruire l'un des immenses atouts géopolitiques que De Gaulle avait donné aux Français et je parle d'expérience puisque j'ai accompagné Jacques Chirac à Pékin en 1996, lorsque le président de la République française était reçu au plus haut niveau par le président de la République populaire de Chine, la première chose, toute première chose que disait le président chinois, c'était de rappeler que la France avait fait preuve de prémonition et de génie politique en reconnaissant la Chine de Mao en 1966. En fait, De Gaulle nous a laissé une France puissante qui discutait avec les grandes puissances de ce monde, notamment Moscou, notamment Pékin, et notre appartenance à l'Union européenne, en fait, nous sommes maintenant passés sous les fourches caudines de ces immenses pays que sont la Lituanie, la Lettonie ou l'Estonie, et ce sont des capitales comme Vilnius, Riga ou Tallinn qui vont décider que notre diplomatie doit maintenant passer par Taïwan. Non, ça rapetisse la France au rang d'une sous-province d'un petit continent maintenant placé sous la domination géopolitique américaine. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple tiré de l'actualité.
on apprend que le nouveau gouvernement allemand a décidé de serrer les boulons dans un certain nombre de domaines, notamment en matière budgétaire. Il veut faire respecter la règle d'or, c'est-à-dire l'absence de déficit, non seulement en Allemagne, mais il entend bien également que les pays européens membres de la zone euro, à commencer par la France, en fassent autant. Il faut attendre le pire du gouvernement allemand qui va succéder à celui de Mme Merkel, parce que Mme Merkel n'était pas particulièrement sympathique. J'ai eu l'occasion de l'expliquer lorsque Emmanuel Macron, de façon tout à fait saugrenue, lui a donné la décoration, l'a élevé au rang de grand croix de la Légion d'honneur. C'était tout à fait disproportionné. Mme Merkel n'avait rien fait de particulièrement sympathique pour la France. Mais du moins, elle n'avait pas non plus cherché à nous torpiller. Elle essayait de trouver des accommodements. Dans certains cas, notamment sur l'euro, et notamment dans le fait qu'elle avait laissé la Banque centrale européenne faire de ce que l'on appelle de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire que la BCE, allant très au-delà de ce qui est prévu par les traités, rachète les obligations des États, notamment des États du sud de l'Europe, sur le marché secondaire. Eh bien, ça va être fini avec le gouvernement allemand de M. Olaf Scholz. Le gouvernement allemand est le même chancelier, nouveau chancelier, qui a déjà annoncé la couleur et qui a décidé qu'il réfléchissait à imposer la vaccination obligatoire en Allemagne, comme ça vient d'ailleurs d'être fait par le chancelier autrichien. Ça veut dire qu'il y a maintenant une pression colossale sur la France en matière de lutte contre les déficits budgétaires, d'une part, mais lutte contre les déficits budgétaires, il faut bien que les Français comprennent ce que ça veut dire. Ça va pas être, si on plie sous les fourches caudines de l'Allemagne, ça veut dire des réductions budgétaires énormes dans la destruction du service public, dans les hôpitaux, à la SNCF, des centaines de milliers de fonctionnaires qui devraient être licenciés. Enfin, c'est ça que ça veut dire, la privatisation à outrance de nos services publics. C'est ce que les Français, justement, ne veulent pas. Ça veut dire aussi la diminution des budgets donnés à la police, à la gendarmerie, à la justice. Ça veut dire au passage une diminution également des aides sociales. Ça veut dire donc une augmentation plus grande encore des inégalités sociales en France. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre les ingrédients pour une explosion générale et donc une flambée de violence. Au bout du compte, c'est ça que ça veut dire, de réduire les déficits budgétaires jusqu'à avoir une égalité budgétaire. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français veulent ? Non. Est-ce que les Français veulent vraiment qu'il y ait une obligation vaccinale pour tout le monde ? Je n'en suis pas sûr. En attendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus la France qui décide. Ça veut dire que notre appartenance à l'Union européenne fait que désormais, le chancelier d'Allemagne a plus de pouvoir, en fait, sur les finances françaises que M. Bruno Le Maire. Troisième exemple sorti de l'actualité. Un peu un détail, certains penseront, mais pas tout à fait quand même. On a appris aujourd'hui, que le site de la monarchie danoise, le Danemark est un pays de l'Union européenne, qui est entré en 1972 dans ce qui était à l'époque le marché commun avec le Royaume-Uni et l'Irlande, eh bien le Danemark, c'est une monarchie avec une reine à sa tête qui s'appelle la reine Margaret II, je crois. Or, cette monarque s'était mariée lorsqu'elle était encore princesse, elle n'était pas sur le trône. C'était à l'époque de Gaulle, elle s'était mariée dans les années 60 avec un aristocrate français qui s'appelait Henri de Montpezat. J'en parle à l'imparfait parce qu'il est décédé il y a quelques années. Monsieur de Montpezat, devenu prince consort, utilisait ses journées notamment à entretenir un site internet de la monarchie danoise qui était écrit en danois et en français. Et comme on l'imagine, c'était écrit dans un parfait français, bien sûr, parce que j'imagine que le prince consort devait y jeter un œil. Il a eu des enfants qui sont d'ailleurs les héritiers de la reine Margaret, qui monteront sur le trône après son décès et qui sont également de nationalité française et qui ont la double nationalité danoise et française. Eh bien, on a appris aujourd'hui que dans un cas d'une rénovation du site internet, la partie française du site est abandonnée. Ça ne sera plus mentionné, donc ce sera un site qui sera uniquement en danois et en anglais. Alors évidemment, c'est un détail, certains diront, mais parfois les détails disent long. Et les détails disent long parce que, comme par hasard, le Danemark s'était tourné vers la France sous De Gaulle. Comme par hasard, et c'est vrai aussi de la Chine, c'est vrai aussi de l'Allemagne, tout le monde respectait la parole de la France sous De Gaulle.
c'est-à-dire sous une France souveraine, indépendante, assurant sa défense nationale erga omnes avec sa force de frappe, n'étant pas soumise aux oukases de Washington. C'est ça que respectaient les autres pays du monde, qu'ils fussent l'Union soviétique à l'époque, la République populaire de Chine, l'Allemagne ou bien le Danemark. Maintenant, comme la France est soumise, eh bien le Danemark lui-même, finalement, ferme boutique sur la francophonie. Ça fait penser un peu à ce triste proverbe africain. Lorsque le lion est mort, même la gazelle monte dessus. Eh bien moi, je vous propose de ne pas laisser le lion mourir. Je vous propose de redresser la France. Mais pour redresser la France, il ne suffit pas de faire des vidéos violant la propriété intellectuelle de tel ou tel, rappelant les beaux jours passés et jouant sur l'émotionnel et sur la nostalgie. Parce que ça, tout le monde peut faire une vidéo nostalgique et émotionnelle. En revanche, ce qui compte, c'est de proposer une solution. Pas se limiter à des constats pleurnichards, une solution. Or, la solution, vous la connaissez. Ça va faire 15 ans que je l'explique, et les 15 années écoulées bientôt depuis la création de l'UPR n'ont cessé de montrer que c'était la bonne. La bonne solution, si l'on veut retrouver une France puissante et rayonnante comme du temps de De Gaulle, il faut faire comme De Gaulle, c'est-à-dire avoir une France souveraine et indépendante. Il faut donc sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Toutes les autres propositions, tous les autres programmes, quelles que soient les présentations nostalgiques, larmoyantes avec telle ou telle œuvre de musique classique qui sera derrière, sont de l'enfumage puisqu'ils contournent le véritable sujet qui est celui de récupérer tous ensemble notre souveraineté et notre indépendance nationale. Comptez sur moi pour le faire. Je vous renvoie à mon programme que j'ai présenté dès le 19 octobre dernier et qui a été le premier programme présenté par un candidat. J'ajoute que je suis persuadé que c'est le seul programme qui sera cohérent avec tous ces objectifs. Et je pense aussi, très honnêtement, que c'est le seul programme qui a une vraie vision de la France, une vraie vision du futur, et non pas regarder dans un rétroviseur, une vraie vision du futur qui soit compatible et acceptable par une très large majorité des Français de droite, du centre et de gauche. Puisque fondamentalement, un chef d'État doit rassembler les Français autour d'un objectif prometteur et valorisant de notre propre patrie. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.